13h, 15h, Europe 1 Info. Il est 14h32 sur Europe 1. Vous écoutez les grands entretiens politiques d'Europe 1 Info. C'est avec vous, Clélie Mathias, et votre deuxième invité, Charles Rodwell, député Ensemble pour la République des Yvelines et membre de la Commission des Finances. Bonjour et bienvenue sur Europe 1, Charles Rodwell. Merci et merci pour votre invitation. Alors, vous allez défendre cette semaine, et même à partir de ce soir d'ailleurs, votre proposition de loi qui vise notamment à allonger à 7 mois la rétention administrative de certains étrangers condamnés et jugés très dangereux. Céline Hervieux, députée de Paris, était il y a quelques instants à peine à votre place sur Europe 1. Et elle dénonce, et d'ailleurs elle proposera une motion de rejet ce soir, elle dénonce un texte inefficace en disant ce n'est pas parce qu'on allonge de quelques jours ce délai de rétention que l'on va permettre d'expulser ces gens qui sont très dangereux. Alors j'aime beaucoup Céline Hervieux, c'est une députée très très engagée sur tous les sujets sur lesquels elle travaille, et ça n'empêche pas que malheureusement je suis en désaccord absolu avec sa position. Mais pourquoi elle dit voilà, c'est inefficace, c'est pas parce qu'on n'a pas eu normalement les délais les obtentions de visa s'obtiennent dans les jours, même les premiers jours. Alors là, si on allonge de 30 jours ou moins, qu'est-ce que ça va faire? Ça ne va pas changer finalement. En fait, la proposition que nous faisons, elle ne concerne pas tous les étrangers sous OQTF, elle concerne les étrangers sous OQTF les plus dangereux, qu'on a besoin de retenir en centre de rétention avant que l'on puisse les expulser. On parle de 2 catégories d'étrangers sous OQTF qui sont en centre de rétention. 1, on veut allonger la rétention des terroristes sous OQTF. Qui peut comprendre qu'un terroriste sous OQTF soit remis en liberté avant son expulsion et cause des vrais problèmes de sécurité pour les familles en France? Deuxième type d'étrangers sous OQTF qu'on va maintenir en rétention plus longtemps, ce sont les criminels et les délinquants étrangers qui ont commis des actes graves d'atteinte à la personne. On parle de séquestration, on parle d'enlèvement, de torture, de viol. Enfin, vous voyez quand même le type de gens qu'on veut maintenir en rétention plus longtemps. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Moi, j'assume que ce texte ne concerne, dans chacune de ces dispositions, que quelques dizaines de personnes par an. C'est ce que j'allais vous dire, il y a combien de personnes qui sont concernées à peu près? Alors, ça varie d'une année à l'autre, mais là, on parle de quelques dizaines de personnes par an. Et moi, j'assume totalement la dimension de ce texte. Je considère que l'allongement de la durée de rétention doit concerner les étrangers sous OQTF les plus dangereux. Pourquoi est-ce que c'est utile? Pourquoi est-ce que c'est efficace? Parce que négocier les retours dans les pays d'origine, avec la plupart des pays, ça se passe plus ou moins bien, mais quand même plutôt bien. On arrive à négocier le retour de certaines personnes. Et donc, il faut qu'on puisse maintenir les personnes les plus dangereuses en centre de rétention jusqu'à leur expulsion, afin d'éviter qu'elles ne soient relâchées. J'ai déposé ce texte de loi, évidemment, en mémoire de Philippine, qui habitait ma circonscription, dont la famille habite ma circonscription. J'ai pris un engagement de mener ce texte de manière républicaine et transpartisane. Et il n'y a malheureusement pas que Philippine qui a été concernée par ces manquements. Si on prend par exemple l'attaque au couteau de Mulhouse, qui a eu lieu en février 2025, il y a un an. Voilà un homme qui a été relâché d'un centre de rétention administrative lui aussi. Tout le monde est tombé sur le juge, mais la vérité c'est que le juge n'a pas eu d'autre choix que de relâcher cette personne parce qu'il a appliqué la loi. Et moi ce que je souhaite, c'est que les personnes les plus dangereuses, elles soient retenues avant d'être expulsées. Le principe est très simple, il est constitutionnel, je respecte l'état de droit. En revanche, je veux pouvoir assurer la sécurité des Français. Mais justement, en parlant de sécurité des Français, Charles Rodwell, si jamais, au-delà de ce délai des 210 jours, l'individu en question on n'obtient pas son laissez-passer consulaire, qu'est-ce qui se passe pour lui? On a la possibilité de renouveler sa durée de rétention. Donc 210 jours, c'est 210 jours, disons, de suite. Si une personne fait l'objet d'une nouvelle mesure de rétention, elle va pouvoir rester en centre de rétention de manière renouvelée. Moi, j'assume en revanche, et c'est peut-être la différence que j'ai avec d'autres, j'assume de porter ce texte uniquement pour quelques dizaines de personnes par an, pour 2 raisons. La première, c'est que pour certaines personnes qui sont illégalement sur le territoire français, mais qui sont, je dirais, inoffensives, qui ne portent pas atteinte à la sécurité des Français, il faut pouvoir les expulser, mais il y a moins de sens de les garder longtemps en rétention. Deuxième des choses, aujourd'hui, nous n'avons que un peu plus de 2000 places en centre de rétention administrative en France. Je suis responsable du budget sur l'immigration à l'Assemblée. Chaque année, c'est un combat de tous les instants pour tenir le financement de l'investissement dans les CRA. Et donc, il faut qu'on construise plus de places. On a un plan qui s'appelle CAP 3000 de construire jusqu'à 3000 places de CRA à 2030.
tant que nous n'avons pas plus de place en centre de rétention, il ne sert à rien de maintenir des milliers de personnes très longtemps en CRA. Il faut maintenir en centre de rétention les personnes les plus dangereuses. C'est l'objectif de ce texte. Mais qu'est-ce qui est fait parallèlement, j'en reviens toujours à ma question, pour obtenir ces laissez-passer consulaires avec des pays qui parfois ne les délivrent pas? Parce qu'il est là Mais ça dépend des pays. Le nerf de la guerre. Vous avez complètement... Non, pour moi, il y a deux nerfs de la guerre. Un, c'est d'abord et avant tout empêcher que ces personnes ne rentrent sur le territoire français. C'est d'abord la raison pour laquelle, avec d'autres collègues, je prends des positions qui sont parfois orthogonales avec ce qu'on a pu faire depuis 10 ans, c'est-à-dire que nous n'avons pas d'autre choix que de réduire massivement nos flux migratoires, notamment illégaux, vers la France, parce que le nœud du problème, il est là. Mais pour des personnes qui sont déjà présentes sur le territoire français, évidemment, la négociation avec les pays d'origine est nécessaire. Et il y a deux catégories de pays. Des pays avec lesquels on arrive à travailler, je pense au Maroc, avec la Tunisie, avec lesquels la coopération est bien meilleure qu'avant. Et il y a d'autres pays avec lesquels la relation est beaucoup plus difficile, je pense à l'Algérie. J'étais venu présenter chez vous, et je vous en remercie, les conclusions de mon rapport sur le coût pour les finances publiques des accords franco-algériens. On voit que là, on a un pays qui ne coopère pas suffisamment avec nous. Et la position de mon groupe, celle de Gabriel Attal, mais celle aussi d'Édouard Philippe, de Bruno Retailleau, c'est qu'il faut entretenir un rapport de force beaucoup plus ferme avec des pays comme l'Algérie, notamment en dénonçant les accords franco-algériens de 1968. Nous n'avons pas d'autre choix que d'entretenir ce rapport de force avec des pays qui ne veulent pas reprendre leurs ressortissants. Votre proposition de loi prévoit aussi la création d'une injonction d'examen psychiatrique à la main des préfets. Les professionnels du secteur ont dénoncé une confusion véhiculée entre radicalisation et troubles psychiatriques. Alors, certains professionnels du secteur, quand on dit les psychiatriques pensent que, les psychiatres pensent que, c'est comme si on disait les députés pensent que. Tous les députés ne sont pas tout à fait d'accord entre eux. On voit les débats à l'Assemblée. Ceux qui pensent que il va y avoir une confusion entre radicalisation et troubles psychiatriques. C'est ce que disait aussi Céline Hervieux. Tout à fait. Et je respecte complètement son point de vue. La simple chose que je lui dis, c'est que cette mesure, elle est très concrète. Elle concerne, elle aussi, quelques dizaines de personnes par an, afin de leur imposer un examen psychiatrique avant qu'elle ne passe à l'acte et non pas après qu'elle ne passe à l'acte. Si je prends un exemple concret, l'attentat de Bir Hakeim en 2023, c'est une personne qui était connue pour sa radicalisation et qui avait des troubles manifestes psychiatriques. Cette personne a refusé son examen psychiatrique avant son passage à l'acte. Elle est passée à l'acte, c'est-à-dire qu'elle a planté quelqu'un avec un coup de couteau, et c'est uniquement après qu'elle soit passée à l'acte qu'on a pu lui imposer un examen psychiatrique. Moi, je suis désolé, mais pour ces quelques dizaines de personnes par an, je serais bien content quand l'État pourra imposer à ces personnes, dans un cadre strict, encadré, sécurisé. On peut rentrer dans le détail avec plaisir. Je sais que c'est une des préoccupations des psychiatres et je l'entends tout à fait. Il faut que ces personnes puissent être consultées de manière... Voilà, oui, tout psy, personne qui présente des troubles n'est pas forcément un terroriste. L'inverse est vrai également. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une confusion entre les deux. Suivant le cheminement, on parle de personnes qui sont suivies par nos services, ce qu'on appelle par exemple les MICAS, les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance. Parmi ceux-ci, il y a des personnes qui ont des troubles manifestes de la personnalité ou des signes psychiatriques graves. Nous, ce qu'on veut, c'est que parmi ces quelques dizaines de personnes, le préfet puisse dire « Écoutez, monsieur, vous allez passer un examen ». Et si cette personne refuse son examen psychiatrique, le préfet demande au juge « Monsieur le juge, est-ce que vous pouvez demander à cette personne de passer un examen psychiatrique ?» Et c'est ensuite le juge qui décide d'imposer à cette personne un examen. Un examen, on parle de quoi? C'est au bout de quelques heures après l'injonction que cette personne voit un médecin et que ce médecin, en quelques minutes ou en quelques heures, examine la personne et se rend compte qu'effectivement, cette personne est atteinte d'un trouble. C'est tout ce qu'on propose et pourtant, ça fait toute la différence parce que moi, des personnes qui sont malades, en tant qu'humaniste, je souhaite qu'elles soient soignées et prises en charge, et de deux, des personnes malades et dangereuses, malheureusement, je souhaite que la société en soit protégée afin qu'elles puissent être examinées et soignées avant leur passage à l'acte et non pas après leur passage à l'acte. Alors, Charles Rodwell, le travail le 1er mai. Le gouvernement est sous la menace d'une motion de censure de la part des socialistes parce qu'ils voudraient allonger le nombre de dérogations aux personnes qui peuvent travailler le 1er mai. Écoutez, Benoît Perrin, directeur général de Contribuables et Associés, qui s'est dit favorable au travail le 1er mai. Il était sur Europe 1 ce matin. Il y a l'idéologie et après il y a le réel. Le réel, c'est qu'on ne travaille pas assez et donc on a besoin de croissance. Et après, il y a l'idéologie où j'avais des gens, les syndicats,
une partie du personnel politique qui effectivement s'arc-boute sur de l'idéologie alors que les gens ont besoin de pouvoir d'achat. Donc je suis très favorable à la liberté. Ceux qui veulent travailler le 1er mai, il faut leur donner la possibilité de le faire. Et donc il faut que ce soit sur le volontariat, ça je comprends. Et il faut absolument libérer la croissance. Pour libérer la croissance, il faut que les gens puissent gagner davantage. Alors, les opposants à ces dérogations dénoncent à la fois le fond, à savoir un sujet qui n'a pas lieu d'être, parce que c'est le 1er mai, parce que c'est symbolique, parce que c'est historique, parce que c'est la défense des travailleuses et des travailleurs, et qu'il faut que ce 1er mai reste férié et chômé. Et puis, les opposants dénoncent aussi la méthode, avec la motion de rejet, forcément, et le manque de débat au Parlement. Alors, encore une fois, je le précise juste, pour donner le contexte, il va y avoir une réunion au ministère du Travail ce soir entre les syndicats et Jean-Pierre Farandou pour en parler avant, peut-être, on verra ce qu'il en sort, une commission mixte paritaire. Charles Rodwell, vous qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous leur répondez? Vous êtes pour plus de flexibilité, mais ça... La France crève de ces totems obsolètes. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui veulent travailler le 1er mai, laissons-les travailler le 1er mai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez McDo qui va le 1er mai, mais le boulanger en bas de chez moi qui est fermé. C'est-à-dire que moi, je soutiens à 200% la position que Gabriel Attal avec notre groupe avons prise, parmi d'autres groupes d'ailleurs de l'Assemblée d'ailleurs, de dire, pour ceux qui veulent chômer le 1er mai, que cela reste un jour férié, mais très bien. Mais pour ceux qui veulent gagner leur vie avec un jour de travail en plus et travailler ce jour-là à ouvrir, à aller travailler, mais pourquoi est-ce que tout simplement on leur laisse pas la liberté de le faire? C'est pas une obligation. Non, c'est un volontariat, mais que ce volontariat, on sait comment c'est ce qu'ils disent, et qu'au bout d'un moment, ça sera plus sur la base du volontariat. Mais honnêtement, et qu'il y aura tellement de pression qu'ils seront obligés de travailler. En fait, ceux qui voudront continuer à prendre un repos le 1er mai le pourront complètement. L'idée, c'est juste de dire que pour certaines professions, les boulangers, les fleuristes, les commerçants, les artisans, s'ils veulent ouvrir le 1er mai, ils ouvrent le 1er mai. Moi, je veux dire, tout ça est une mascarade. Moi, j'ai été dans l'hémicycle vendredi matin, quand avec notre groupe, Gabriel Attal, quand avec les autres groupes, les Républicains, Horizon et autres, on était dans l'hémicycle pour porter ce texte. Il y avait des centaines d'amendements et des sous-amendements déposés par la France Insoumise, par l'ensemble de la gauche. C'est d'ailleurs hallucinant de voir à quel point l'ensemble de la gauche est sous l'emprise de la France Insoumise. Rappelons que c'était quand même il y a un peu plus de 10 ans qu'étaient portées les lois El Khomri, qu'étaient portées les réformes portées par Manuel Valls, socialiste. De voir aujourd'hui les socialistes se ranger à 100% derrière la France Insoumise pour probablement des considérations électorales, c'est juste hallucinant. Brisons ces totems, laissons les gens travailler s'ils veulent travailler, laissons les gens au repos s'ils veulent rester au repos. C'est la position de liberté que l'on soutient. On voit quand même on le sait depuis maintenant 2024, mais que c'est compliqué pour le bloc central de s'imposer, parce que là, vous êtes quand même sous la menace d'une motion de censure. Il va y avoir une réunion ce soir au ministère du Travail. Peut-être que la CMP, la commission mixte paritaire, n'aura pas lieu. Compliqué, hein? On a 3 blocs aujourd'hui à l'Assemblée. C'est le résultat direct de la dissolution, et avant de critiquer les autres, on a aussi notre propre aggiornamento à mener. Si les Français nous ont refusé leur confiance, parce que c'est ça qui s'est passé, on a perdu les dernières élections législatives, c'est qu'il y a probablement des choses qu'on a réussies, mais il y a aussi probablement des choses qu'on a échouées. L'une des choses sur lesquelles moi je me bats, c'est que je considère qu'on a échoué sur une partie du volet régalien et migratoire. Et que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de Français nous ont refusé leur confiance. Et plutôt que de critiquer, par exemple, en permanence la gauche que le RN, moi, une des questions que je pose, c'est que pourquoi est-ce qu'il y a près de 3 millions d'électeurs d'Emmanuel Macron qui ont voté pour Emmanuel Macron en 2017 et qui ont voté pour le Rassemblement national en 2024 ? Pourquoi est-ce qu'en 7 ans, il y a un tel bougé ? Eh bien, c'est bien qu'il y a une partie de notre bilan sur lequel les Français estiment qu'on a échoué. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'essaie de m'emparer des sujets régaliens migratoires, parce que je suis convaincu que l'alliance de la droite et du centre a de l'avenir, et que c'est elle qui peut porter un discours crédible et un équilibre juste entre la protection de nos libertés publiques et le renforcement de la sécurité des Français. On en parlera, mais on marque juste une pause. On va parler de la présidentielle bientôt. Charles Rodwell, député EPR des Yvelines, membre de la Commission des Finances, et l'invité des grands entretiens d'Europe 1 Info. 14h46, excellent après-midi avec Clélie Mathias sur Europe 1. 13h, 15h, Europe 1 Info. 13h, 15h, Europe 1 Info. Et à 14h48 sur Europe 1, les grands entretiens politiques d'Europe 1 Info se poursuivent avec votre deuxième invité, Clélie Mathias, Charles Rodwell, député Ensemble pour la République des Yvelines et membre de la Commission des Finances. Charles Rodwell, on s'achemine vers un blocage du détroit d'Ormuz.
Un blocage américain cette fois, après le blocage iranien, et donc à une nouvelle flambée des prix du carburant. On a appris ce matin que l'Allemagne allait réduire pendant 2 mois une taxe sur les produits pétroliers afin de soulager les automobilistes et les entreprises qui subissent cette hausse des prix. Parallèlement, en France, le gouvernement a annoncé un prêt flash à 3,8%. Écoutez, Jérôme Gage, député socialiste de l'Essonne, candidat à l'élection présidentielle, qui a critiqué l'immobilisme du gouvernement face au prix du carburant. Il était sur France Info ce matin. Le gouvernement, ça fait maintenant 3 semaines ou 1 mois, qui nous dit il n'y a pas de problème, je vais régler le problème dans les jours et les semaines qui viennent. Vous allez voir le prix à la pompe qui va baisser. Il ne baisse pas. Le drame, en tous les cas, la guerre s'intensifie avec maintenant l'annonce d'un blocus par les États-Unis eux-mêmes. Donc le baril, il va continuer à être autour de $100, voire plus. Donc il faut des mesures immédiates, des mesures ciblées pour ceux pour lesquels la voiture est indispensable et des mesures qui mettent à contribution les super profits des pétroliers parce qu'il n'y a pas de raison qu'eux-mêmes puissent se dégager des marges. Les prix ne vont pas baisser de sitôt. Qu'est-ce qu'on fait pour aider les Français, sachant que d'autres pays européens, eux, baissent les taxes? Comment est-ce que vous pouvez l'expliquer aux Français, ça? Alors moi, je veux bien que Jérôme Gage tabasse le gouvernement, mais qu'est-ce qu'il propose comme économie par ailleurs? Moi, lors du dernier budget, j'ai déposé des amendements et j'ai soutenu des amendements qui permettaient une économie de 23 milliards d'euros sur le budget de l'État. Est-ce que vous savez, parmi ces amendements, combien ont été adoptés? 0. 0 d'entre eux ont été adoptés, notamment parce que les socialistes et Jérôme Gage se sont opposés à toutes les économies que nous proposions. C'est-à-dire que moi, je veux briser un tabou vis-à-vis d'une hypocrisie qu'on connaît dans cette classe politique dont je fais partie. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes qui vont sur les plateaux de télévision en temps de crise pour expliquer que le gouvernement n'ouvre pas les vannes de la dépense publique, mais qui refusent absolument toute économie que nous proposons année après année et qui critiquent ensuite derrière les déficits. Moi, j'entends, ce matin, j'étais à Guyancourt, sur le carrefour des Saules. Le prix au litre, il était à bloqué à 1,99 sur le samplon et il était à 2,35 sur le gazole. Je vois l'explosion des prix sur le gazole. On n'est pas aveugle. Mais par contre, financer une baisse massive du prix de l'essence et du prix du gazole, c'est des dizaines de milliards d'euros qu'on brûlerait en quelques semaines. C'est une subvention qu'on apporte à des États pétroliers. Et surtout, comment est-ce qu'on finance cette mesure? Donc moi, je suis ouvert à tout. Je veux évidemment aider les automobilistes qui galèrent, notamment parmi ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Comment les aider? Et est-ce que ces aides, elles ne deviennent pas maintenant urgentes? Je vais y venir après, mais ce que je dénonce par contre de manière extrêmement virulente, c'est l'hypocrisie de ceux qui hurlent contre le gouvernement, mais qui refusent toute mesure d'économie et qui font exploser les déficits. Maintenant, pour répondre à votre question. Comment on aide les Français? Première des choses, je pense qu'il faut cibler les aides. C'est-à-dire que moi, par exemple, je prends ma voiture pour aller en circonscription, je prends ma voiture toutes les semaines, tous les jours. Je n'ai pas besoin d'être aidé par le gouvernement pour faire mon plein. Donc ceux qui ont besoin d'être aidés, ce sont les gros rouleurs et ce sont les personnes qui ont un revenu le plus bas et qui dépendent de leur voiture. C'est les premières mesures qu'ont annoncé le gouvernement en la matière. La deuxième des choses, à moyen et à plus long terme, les annonces qu'a faites Sébastien Lecornu sur l'électrification massive de notre économie. Mais là, c'est dans 5-10 ans. Oui, mais heureusement. Mais en fait, si on l'avait fait il y a 15 ans, on n'aurait pas ce problème. Oui, mais là, il y a une urgence, parce qu'il y a les prix des carburants, mais on entendait, il y avait aussi un reportage sur notre antenne, ce sont les artisans, il y a plein de produits qui commencent à augmenter, qui sont liés au prix des hydrocarbures. Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui risquent de mettre la clé sous la porte aussi, maintenant. Donc, moi, je suis né, madame, juste après la première guerre du Golfe, dans les années 90, et déjà à cette époque, on parlait du problème du détroit d'Ormuz. Qu'est-ce qui a été fait par tous les gouvernements pour réduire notre dépendance de toutes les hydrocarbures qui sortent de ce détroit? Honnêtement, pas grand-chose. Et donc, moi, quand j'entends, et depuis 10 ans, on le mène, et ça, pour le coup, c'est un de nos succès qu'il faut qu'on défende, qu'on mène une électrification de notre mix, et que Sébastien Lecornu annonce l'accélération, la construction et la mise en œuvre de 14 nouveaux réacteurs nucléaires, 8 d'un côté et 6 de l'autre. Alors Ursula von der Leyen a reconnu qu'on avait fait une erreur stratégique sur le nucléaire. Que l'Europe avait fait une erreur stratégique. Oui, mais la France aussi, on est revenu un petit peu sur le nucléaire. Là, Emmanuel Macron a de nouveau lancé la filière, mais on a perdu quelques années. Ce qui est sûr, c'est quand François Hollande signe sur un coin de table une alliance avec les écologistes en 2012 qui flingue notre filière nucléaire et qu'il y a quelques hommes courageux, j'en reconnais. Par ailleurs, par exemple, Arnaud Montebourg, qui à l'époque s'était battu comme un lion pour maintenir la filière contre vents et marées sur la base d'un accord électoral signé sur un coin de table, oui, ça a fait un mal fou à cette filière. Mais si à l'époque, on avait anticipé l'électrification de notre mix
on ne serait pas dans la situation actuelle. Donc moi, quand j'entends Sébastien Lecornu faire ces annonces de long terme et de voir les mêmes oppositions qui lui tombent dessus alors qu'elles sont absolument fondamentales pour garantir notre indépendance, moi j'apporte un plein soutien à Sébastien Lecornu sur ces annonces. Concrètement, pour l'instant, à part des aides ciblées, rien d'autre. Moi j'attends une chose, madame, c'est que tous ceux qui viennent à votre micro nous expliquent sur chaque mesure qu'ils proposent comment est-ce qu'il la finance. Jérôme Gage, je l'ai écouté attentivement ce matin, il propose des dizaines de milliards d'euros de dépenses, zéro économie. Donc moi je dis à Jérôme Gage, très bien, mettons en œuvre tes mesures, mais dans ce cas-là, en retour, ce que je te propose, c'est que tu votes mes 23 milliards d'euros d'économie lors du prochain budget. Et je vous garantis déjà la chose, c'est qu'ils ne les voteront pas, et c'est tout le mal dans lequel on est depuis trop d'années maintenant, les économies lors du prochain budget. Charles Rodwell, député EPR des Yvelines, membre de la Commission des Finances. Vous êtes l'invité des grands entretiens d'Europe 1 Info, parlant de la présidentielle de 2027. Je vous propose d'écouter Michel Barnier, député Les Républicains de Paris, qui a créé une plateforme Bâtir Ensemble pour rassembler le socle commun. Il était sur RTL. C'est un exercice que j'ai fait avec toute l'équipe qui m'entoure, de mettre ensemble les bonnes idées de la droite républicaine et du centre, parce que c'est ça dont il s'agit, et de montrer qu'on peut travailler ensemble, comme d'ailleurs tous ces partis politiques, on appelle ça le socle commun, a travaillé avec moi lorsque j'étais Premier ministre. Vous y croyez encore au socle commun ? Oui, je crois c'est ça toujours. Que vous voulez reconstituer ? Je crois toujours à l'esprit commun. Je répète que dans toutes les municipalités, nous avons gagné, à Annecy, à Bordeaux, à Clermont-Ferrand, et je pourrais multiplier les exemples, ça a été l'union des familles du centre et de la famille de la droite républicaine qui est la mienne. Donc la prochaine génération plutôt que la prochaine élection. Voilà où j'en suis. Charles Rodwell, au lendemain des municipales, beaucoup de commentateurs ont dit que le socle commun n'avait rien d'un socle et n'avait rien de commun. Est-ce que là, bâtir ensemble, cette proposition de Michel Barnier, est-ce que ça pourrait vous plaire ? Moi, je suis en plein soutien de cette initiative, comme de toutes les initiatives qui constituent à nous rassembler. Alors, Le texte rassemblement, que je dépose, pour l'instant, on n'y est pas. Hein. Le texte que je dépose là en mémoire de Philippine, sur la rétention administrative, je le porte avec deux personnages, Gabriel Attal et Michel Barnier. Il est co-signé par 150 collègues de Renaissance, d'Horizon, du Modem, des LR et indépendants. Il a été co-construit avec Sébastien Lecornu, Laurent Nunez, Bruno Retailleau. Ce texte, à sa petite échelle, illustre que nous sommes parfaitement capables de gouverner ensemble. Et donc moi, la seule chose que je dis, c'est que pour maintenant, comme pour les échéances électorales à venir, notre alliance politique, elle est non seulement possible, mais elle est absolument nécessaire. Un, pour continuer à redresser ce pays, et deux, pour assurer la sécurité des Français, tout en protégeant nos libertés publiques. Quand il s'agit d'avoir un candidat, un nom, c'est quand même plus compliqué. Qui est-ce qu'on choisit et comment ? Moi, j'ai deux éléments à vous dire là-dessus. Un, j'ai été à l'initiative avec Maud Bréjon et eux de la Tribune qu'on a co-signé venant de la base, c'est-à-dire qu'en fait, on est des centaines d'élus, de députés, des milliers d'électeurs derrière nous à demander cette union à nos chapeaux à plumes. Et la deuxième des choses, la solution que je privilégie, mais on n'en prend pas le chemin, c'est la primaire. Moi, je suis pour une primaire ouverte fondée sur 3 piliers idéologiques.